on a vu donc la place ici du récit potentiellement dans les apprentissages disciplinaires d'EPS et puis dans la construction des compétences même d'élaboration du récit. Je voudrais juste faire un tout petit point pour lancer la discussion seulement sur quelques formes de récits possibles autour de matières scientifiques. Alors ma collègue en maths malheureusement n'a pas pu être là, mais je pense qu'on va pouvoir atteindre les mêmes compétences développées à travers justement les sciences. Alors simplement ici, pour interroger encore une fois le récit comme processus, pas comme objet d'étude en soi, mais récit comme processus pour apprendre. Alors pour apprendre quoi en l'occurrence ? Eh bien des compétences langagières. On va voir qu'en sciences, comme en mathématiques, on peut développer des compétences langagières comme la description, l'explication, l'explicitation. On regardera ça tout à l'heure dans le détail. Alors, ce n'est pas le récit en tant que tel, mais ce sont des compétences langagières. Mais le récit peut faire partie, en fait, d'une séquence didactique comme prétexte, finalement. Alors, ici, c'est un tout petit exemple. On va travailler, l'objectif pédagogique, c'est de travailler sur les animaux, donc découvrir des caractéristiques d'animaux. Et la situation déclenchante, c'est celle-ci. On va finalement créer une sorte d'énigme qui s'est passée dans la cour de récréation. L'enseignant annonce qu'il a retrouvé ce papier par terre. Alors, que voyez-vous ? Pas grand-chose. Vous voyez juste une trace un peu baveuse avec des éléments un peu de taches sur le papier. L'enseignant demande aux élèves de l'aider à comprendre ce qui s'est passé cette nuit. Donc on a en germe en fait des éléments de narration comme situation initiale, comme prétexte. L'objet en tant que tel n'est pas la construction du récit, mais c'est prétexte à construire des compétences disciplinaires, je vais passer très vite là-dessus, et des compétences langagières. C'est un récit, enfin, c'est une narration, donc il y a de la fiction ici. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un événement réel, à l'inverse de ce qui a été évoqué ici en EPS. Ce ne sont pas des événements réels qui sont sollicités, mais au contraire, c'est l'imaginaire de l'élève qui est sollicité. Et on a bien vu encore avec d'autres auteurs que l'imaginaire, finalement, ne part pas de rien. L'imaginaire prend appui sur le réel, et c'est en ça qu'il nous intéresse dans l'apprentissage. Il va prendre appui sur le réel, activer des savoirs et aller rechercher des savoirs pour imaginer peut-être cette intrigue. Donc le récit est produit là pour le maître, mais vraiment comme prétexte, et le récit va être finalement aussi la fin de l'histoire ou la fin de la séquence pour les élèves en tant que processus. Ce n'est pas l'objet final qui nous intéresse, et donc il est ici fictionnel. Et il va activer des formes de discours particulières en sciences. Bon, très très vite parce que ce n'est pas du tout l'objet, mais en sciences ici, on va activer des choses assez rigoureuses. Que voit-on ? À quoi ça nous fait penser ? Donc là, on passe vraiment par le réel. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Là, on active l'imaginaire. Et que faudrait-il chercher pour répondre ? Eh bien là, on est vraiment dans la démarche scientifique. Et ce serait pareil en mathématiques. Qu'est-ce qui fait problème, en fait ? Sur la description des figures géométriques, qu'est-ce qui fait problème ? Dans un problème mathématique, qu'est-ce qu'on doit résoudre pour comprendre l'énigme ou le mystère ? Donc, cette proposition de fiction est là pour stimuler l'imagination et donner l'envie de chercher, finalement. Alors ça, ce sont les réponses des élèves, mais peu importe. C'est pour voir que cette proposition de récit, finalement, donne naissance à des formes très particulières. On parlait à l'instant de formes spécifiques dans les disciplines. Ça, c'est une forme spécifique en sciences. C'est-à-dire, on va passer vraiment d'étape en étape, de manière rigoureuse. D'abord, ce que l'on voit, à quoi ça nous fait penser. On active nos prérequis. Qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est une proposition d'hypothèse. Et puis, on identifie le problème scientifique. Donc, une forme de discours très caractéristique des sciences, mais qui prend appui sur cette idée de narration, de fiction. Bon, etc. Je passe les exemples. Hop, hop, hop. Ça, c'est le tableau. Donc, où les élèves ont pu effectivement proposer ce que je vois dans la première colonne, ce à quoi ça me fait penser, ce qui a pu se passer. Et donc,
au final, comment on va faire pour chercher? Alors, il propose à l'aide de vidéos, de caméras, à l'aide d'expériences, à l'aide d'observations complémentaires. Et on passe là, en fait, dans d'autres types d'écrits pour les élèves qui sont, encore une fois, spécifiques de la discipline, des écrits d'observation avec la notation. Voilà, ça c'est des aides aux élèves. Et un écrit évidemment extrêmement spécifique aux sciences qui est le compte-rendu d'expérience, avec ce que l'on fait, ce qui s'est passé, ce que cela signifie. Et quelque part ici, on retrouve encore une fois les éléments du récit, parce qu'on active, alors je ne vais pas dire ni le narrateur, parce qu'il ne raconte pas là une histoire fictive, hein, mais en tout cas un actant, l'actant c'est l'élève, l'actant dit, énonce pour le coup ce qu'il a fait, hein, de manière très rigoureuse, ce qui s'est passé, on retrouve cette notion de temps, il va maintenant au présent faire le rappel de ce qui s'est passé, ce que cela signifie, donc ça c'est l'interprétation bien sûr, et on retrouve là la relation de causalité. Donc une forme de récit, encore une fois, qui est activée, non pas fictionnelle, mais avec un actant, avec des événements réels, avec la notion de temps et la notion de causalité. Donc, ça c'est l'illustration, peu importe. Des tas d'expériences possibles. Hop. Et je terminerai juste par ça avant de lancer la discussion sur ce que ça peut vous évoquer, sur à la fois les distinctions disciplinaires, mais le fondement même du récit qui active finalement l'implication des élèves. C'est un petit peu ce qu'on souhaite quand même. Donc, cette image pour dire qu'au final, en ayant comme perspective le récit, en ayant comme perspective la narration fictionnelle, hein, en finale, en récit final, eh bien l'élève passe quand même par la construction de compétences langagières, alors, qui sont activées ici en sciences, mais qui sont des compétences tout à fait transversales. Hein, le questionnement, la proposition d'hypothèses, la description, l'explicitation, quand on essaie de décrire, de détailler sa pensée au mieux, quand on essaie d'expliquer des phénomènes, des systèmes, quand on essaie d'argumenter en cherchant des propositions pour réfuter ou au contraire pour fonder son argumentation, on va valider ou invalider à des moments donnés, on va dénommer les choses, on va les résumer, et puis évidemment, non, j'ai pas coché, ça fait rien. Tout ceci peut s'activer, préférentiellement ou pas, hein, dans certaines étapes. C'est un petit peu le jeu de l'enseignant d'identifier dans quelles étapes d'une démarche d'investigation ces compétences langagières vont s'activer. Mais au final, vous voyez qu'on va activer des compétences langagières à travers la perspective d'un récit fictionnel qui n'est pas la fin en soi, mais qui donne envie à l'élève de chercher, de trouver, à la fois dans sa mémoire, dans ses prérequis, mais aussi d'aller chercher des nouvelles informations, des nouveaux savoirs et de les mettre en œuvre. Donc voilà, quelques perspectives, quelques questions. On peut ouvrir le débat, bien sûr, sur ce que cela vous évoque. Par exemple, forme de discours spécifique d'une discipline ou pas, ancrage, éléments communs du récit, et finalement, pour apprendre quoi? Et nous, à notre place d'enseignant, comment va-t-on se saisir de ces spécificités et comment ne va-t-on pas peut-être mélanger ou faire une sorte de flou artistique, hein, sans savoir finalement à travers le récit ce que l'on vise comme apprentissage. Voilà, le débat est ouvert. On va se donner un quart d'heure, la transition sera rapide, mais peu importe. On se donne un quart d'heure pour le débat et n'hésitez pas à faire appel bien sûr à vos expériences vécues. Allons-y. Merci Daniel. Alors, quelques premières questions, remarques, peut-être déjà pour éviter des flous, refonder la définition ou l'élargir, comme vous voulez. Alors, juste pour ouvrir le débat, hein, parce qu'il ne s'agit pas de... On ne m'a pas invité pour que j'anime... les temps entre les communications. Je vous assure que ce n'est pas mon rôle. Mais c'était intéressant, évidemment, que de là où je suis, moi, c'est intéressant ce que vous avez présenté.
Alors, je vais juste réagir sur deux, trois petits points. Peut-être que juste deux pour justement ne pas monopoliser la parole. Albine, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de situer dans une discipline la place que le débat peut prendre, la place que le récit peut prendre comme objet pour faire émerger des compétences qui, elles, sont disciplinaires. C'est-à-dire que tu poses bien, et ça, je nous invite à y réfléchir, hein, le récit comme démarche intellectuelle ou de mise en pratique, de réseau de pratiques langagières qui, à un moment donné, vont amener précisément ce que défend Bernier, ce que j'avais défendu au sujet des débats, c'est-à-dire une façon de parler, de penser, d'agir dans une discipline en particulier. Et je trouve que ça, c'est vraiment d'un point de vue didactique extrêmement intéressant parce que ça nous permettrait de voir ce qui est commun dans certaines disciplines, enfin aux disciplines du récit, et comment le récit, d'une certaine façon, se disciplinarise et donc permet des apprentissages dans une discipline donnée. Si les didactiques ne servent pas à ça, en fait, je ne sais pas à quoi on sert. Et donc voilà, j'ai trouvé l'exposé vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et voilà, je nous invite à réfléchir, mais vraiment merci beaucoup ou à réagir à ça. Et alors, peut-être, je ne sais pas si c'est une question, enfin, si j'ai une question, mais peut-être juste d'explicitation pour Antoine. Quand tu parles des débats, bon, tu comprends bien que ça éclaire ma curiosité de façon très forte. Les deux auteurs que tu citais en EPS, ils font le lien avec le récit ou pas? Alors, je pose cette question-là parce que, pour avoir travaillé plus de 10 ans sur les débats, le débat a été formulé dans les années 80 par l'INRP dans toutes les disciplines scolaires comme étant l'objet d'apprentissage de l'argumentation. Et précisément, je dirais, dans les fondements, comme je vais dire très vite, mais pardon parce que c'est pas ça, mais comme une forme de mise à l'écart justement des autres formes de récit. Des autres formes de langagières, en fait, pas du récit, dont le récit. Et donc, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, dans une journée comme la nôtre, de réintroduire le récit à l'intérieur des débats, dont précisément dans les disciplines, c'était le but de ne pas avoir des discussions justes sur qu'est-ce qu'on a fait, mais d'amener les élèves à des positions qu'après vous montrez bien, qui sont celles de l'apprentissage de l'argumentation. Donc, ma question, c'était, est-ce que ces auteurs-là le posaient, enfin, ils font le lien entre le débat et le récit, parce que dans ce cas-là, ce serait inédit dans les travaux que j'ai quand même fait un petit peu le tour. Donc, ce serait vraiment intéressant d'aller creuser pourquoi, en EPS, des auteurs s'intéressent, où vous voyez, 20 ans après, on réintroduit d'autres choses qui étaient plus ou moins exclues, ou en tout cas écartées au départ. Donc je réponds directement sur cette question du débat. Alors pourquoi le débat d'idées? Donc ça c'est notamment par rapport à l'argumentation, au moins du point de vue des auteurs qui ont avancé sur cette modalité d'enseignement des sports collectifs, c'est pas un débat pour susciter l'argumentation. Mais c'était un positionnement théorique à l'époque où on était plutôt sur le conflit socio-cognitif. Et donc on était dans les débats scolaires sur si on veut faire avancer les connaissances chez les élèves, il faut provoquer le conflit socio-cognitif, etc. Or, il se trouve que les collègues en question, Jean-Francis Groegne et Daniel Doriaz, étaient un petit peu chagrinés par cette idée de conflit socio-cognitif en disant mais quand on est en jeu collectif, on n'est peut-être pas forcément nécessairement sur la base de conflit. On peut être sur la base de relations de coopération. Et donc, du coup, cette notion de débat d'idées ici était plutôt en opposition avec la question du conflit socio-cognitif comme étant une façon de permettre à des élèves de communiquer entre eux et à un moment donné de se mettre en accord sur une façon particulière de jouer. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un léger débat, il y a un pas à côté par rapport à cette notion d'argumentation. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Je pourrais après intervenir sur la relation effectivement entre les échanges entre les différentes disciplines. Et ta question, je pense, portait sur est-ce que les enseignants ont conscience d'eux ?
Je suis pas sûre, c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est l'enjeu. À quel moment on argumente dans le débat? À quel moment il y a une part de récit? L'un n'exclut pas l'autre, il me semble. L'un peut nourrir l'autre, mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait au moment où on le fait. Sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a une masse informe et on est dans le verbiage. Et on ne sait plus quand on argumente et quand on narre. Enfin, c'est pas narrer parce que du coup, là, il n'y a pas de fiction. Hein, mais quand on raconte le vécu, les événements, et quand après on va argumenter nos positions. Je pense que l'enseignant, là aussi, a intérêt à expliciter à quel moment on est, pourquoi on se trouve là et pourquoi on se trouve dans un autre champ. Il y avait une question. Oui, pardon, bonjour. Je suis Martin, je suis animateur facilitateur au service des organisations humaines et j'ai à cette occasion animé des cercles de parole et d'écoute dans des classes primaires pour de CE1 à CM2. Et assez rapidement, donc c'était des séquences de 35 minutes où on passe par le jeu coopératif pour entamer. Après, on pose un cadre au cercle de parole et d'écoute. Et après, on invite à raconter les sujets qu'on a envie de discuter. On les met au centre avec cette notion aussi de règles relationnelles dans le cadre de cette discussion, y compris la suspension du jugement. C'est-à-dire que je leur partage cette règle relationnelle-là pour faciliter l'expression. Et on a un niveau, en effet, j'ai entendu 2 fois le mot écouter. Enfin, on cherche à être écouté, entendu. Et en effet, dans la discussion, je pratique le débat mouvant, des discussions, on vient très vite, on réagit sur la parole de l'autre. Dans toutes les animations que je peux avoir de groupe, on a cette tendance à tout de suite vouloir sauter sur l'autre, à réagir argument contre argument ou avoir justifié quelque chose derrière la parole de l'autre. Et c'est le niveau empathique d'écoute dans ces temps-là, par le cadre, il n'y a pas un vrai cadre qui est posé, puisqu'il n'y a pas d'animateur, en l'occurrence là, dans ces groupes-là. C'est comment on permet aux enfants d'aller chercher ce cadre d'écoute, d'empathie, de créer de l'empathie, plus que de la discussion. Aujourd'hui, on retrouve dans toutes les animations de groupe cette difficulté à créer cette condition d'écoute qualitative, j'ai envie de dire, qui va permettre certainement de passer des états encore supérieurs à l'écoute, de co-création, de génératif, on peut même dire. Là, j'ai la théorie U qui évoque ça, un petit schéma. Et donc, c'est des stades, il y a un stade de poly, de discussion, d'écoute et génératif. Enfin, voilà, du coup, c'est assez intéressant de voir la discussion. C'est un pas, mais on peut aussi au-dessus, au stade de l'écoute, et traverser aller faire des allers-retours entre ces états de discussion. Il me semblait que c'est ce que vous cherchiez à dire. C'est sûrement ce que je cherchais à dire. Entre l'argumentation et le récit, effectivement, il y a des stades d'écoute, des stades racontés et des stades argumentés. Et on passe d'un stade à l'autre, et ceci en boucle, sans qu'il y ait de priorisation peut-être. Oui. Oui, alors je suis désolée de mon langage peut-être très terre-à-terre. Je voudrais revenir simplement sur ce que tu as dit, Albine, qui me chiffonne un tout petit peu. Cette notion de fiction dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises concernant ce qui pour moi correspond à une démarche scientifique, parce que tu as bien rappelé les éléments. Et alors ça me chiffonne, pourquoi? Parce que pour moi la fiction, ce sont des faits imaginaires. Et quand les élèves émettent des hypothèses, justement, ça ne doit pas être pour moi dans la fiction. Ça doit être des choses qui sont réalistes, réalisables, enfin, tu mets le vocabulaire que tu veux derrière, mais en aucun cas de l'imaginaire. Et c'est vrai que je l'ai entendu à plusieurs reprises, alors même si je retrouve les éléments de récit tels que pourrait me le définir mon collègue de français, cette association fiction et démarche scientifique, quelque part, elle me gêne un petit peu. Alors peut-être que je n'ai pas tout bien compris. Je vais redire autrement. Mais je comprends que ça te chiffonne en tant que scientifique, parce que c'est justement l'enjeu. Quand on est scientifique, on veut être rigoureux et on veut avoir des faits avérés et des résultats qui soient justes et pas imaginaires. Alors, du coup, je redis autrement. La fiction, je m'en sers comme situation initiale déclenchante et comme mise en projet, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et là, je fais travailler l'imagination. C'est en ça que je parle de fiction dans la situation déclenchante, parce que j'imagine qu'elle va
stimuler l'esprit des élèves, faire appel à leur vécu, ils vont explorer leur passé, enfin, ils vont explorer leurs prérequis, on va dire, et ils vont se projeter dans un futur possible. À partir du moment où on se dit qu'est-ce qui aurait pu se passer, quelles sont les hypothèses exactes, les hypothèses sont encore fictives à ce moment-là, mais je vais leur demander ensuite de les prouver. C'est-à-dire, maintenant que vous avez proposé vos hypothèses qui, à ce stade, sont fictives, on va les mettre à l'épreuve pour de vrai. C'est-à-dire, on va aller être confronté à la réalité. Et là, effectivement, on sera dans notre cahier d'expérience, on fera l'observation, c'est pour ça que je passais à toute vitesse les images des animaux, là. On va observer pour de vrai, et là, ce ne sera pas fictif. On va faire le dessin d'observation. Si j'ai une expérience sur les conditions de vie à faire, je mettrai les animaux dans des conditions de vie X ou Y pour mettre à l'épreuve mon hypothèse. Et là, je suis dans la science et je suis dans le rigoureux. Donc, en fait, effectivement, et tu as raison de le soulever, la fiction n'est là que pour démarrer, pour donner envie, pour se mettre en perspective d'eux. Mais c'est aussi ce que disaient les collègues tout à l'heure. À un moment, il faut conscientiser la part du fictif et la part du réel et se dire, attention, maintenant je suis dans mon cahier d'expérience, on va passer à l'épreuve du réel. Donc on va faire l'expérience et l'expérience nous donnera des preuves ou pas de ce que j'ai proposé ou pas. Rien n'empêche après de re-raconter une histoire, de se mettre en scène, de mettre en scène les animaux. C'est un petit peu l'idée de ce qu'on fera cet après-midi. Encore une fois, on travaillera sur la fiction, mais la fiction qui doit réinjecter les éléments du réel. Et en ça, donc, on est très explicite avec les élèves. Vous inventez toutes les histoires que vous voulez, mais les éléments scientifiques que vous intégrez sont des éléments avérés, prouvés, que vous avez fait ou que vous avez lus. Mais en tout cas, cette fois-ci, on va argumenter et on va utiliser le récit d'événements réels. Mais effectivement, tu as raison de dire qu'il faut être tout à fait explicite avec les élèves. Donc, bienvenue. Ok, donc on avait présenté que, voilà, c'est Anna Chiarutini et Margarida Romero, on vient de l'ESPE de Nice. Okay, on vient vous présenter l'usage des récits pour apprendre la programmation. Et on était en train de présenter les labos, donc on s'intéresse à la formation des enseignants, à la recherche en éducation. Et il y a deux axes qui nous animent. Donc d'un côté, l'ingénierie coopérative et d'un autre côté, donc les aspects de créativité et numérique. Dans la salle, il y a des personnes, on a détecté déjà une personne qui sait qu'est-ce que la pensée informatique. Il y a parmi d'autres de ceux qui viennent d'arriver qui savent qu'est-ce que la pensée informatique. Non, ok, vous allez voir ça après. On a quand même dans la salle de personnes qui les savent, mais qui ne se prononcent pas. Donc, on a Catel et sa collègue qui ont travaillé sur les projets avec les Blue Bots, ok, et qui vont présenter cet après-midi un atelier là-dessus. Et il y a également Jorge et Ina qui nous viennent du Mexique, qui ont travaillé beaucoup sur les aspects de pensée informatique, pensée complexe, donc les côtés complexité qui est aussi très, très fort. Ok, donc l'apprentissage par la littérature jeunesse. Et jeunesse, j'ai beaucoup appris en faisant cette présentation avec Anna. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement, on croise des regards sur ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais mettre l'image de l'album ? Oui. Alors, on va, je vais avoir, moi, un regard qui est, je vous le disais tout à l'heure, très didactique. Et qui est, en fait, la consigne qui m'avait été donnée, c'est, voilà, dans ton champ, quand tu regardes Vibo le robot, comment tu l'analyses et comment tu peux construire quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt didactique de cet album. Comment on peut le travailler ? Alors, je vais essayer de reprendre mes notes. Donc, c'est l'album qui défile derrière. Alors, avant de poser un regard didactique sur cet album, d'où je me situe et qu'est-ce que je convoque quand même comme notion pour pouvoir asseoir l'analyse que je vais essayer de vous présenter très très rapidement. D'abord, le récit. Quand je vous dis que je suis didacticienne du français, il me semble que le récit est un objet assez dominant en didactique du français. Voilà, il occupe une place excessivement importante, on le formalise, on l'enseigne. C'est même l'objet textuel qui est le plus enseigné à l'école élémentaire, mais encore après au collège. Et en même temps,
pour moi, qui avant d'être à Nice, à Lille, et au laboratoire Lean et sous les palmiers, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'était juste le clin d'œil, eh bien j'étais ici, ça fait que 3 mois que je suis partie et j'ai donc une formation qui est très liée à tout ce que vous avez entendu en fait auparavant, qui est le laboratoire Théodile. Voilà, nous étions quand même 4 à avoir été formés au laboratoire Théodile, et donc avec 2 soucis, celui de la discipline et celui de des questions d'un objet transdisciplinaire qui est celui de la didactique comparée. Alors peut-être qu'on peut... voilà. Donc 2 choses, je le regarde comme un objet en didactique du français, je le regarde comme un objet transdisciplinaire, cet album-là, et qu'est-ce que ça me permet de dire? Il y a une autre approche qui est celle-ci, que je vais mobiliser auprès de Martha Spranzi-Zuber, qui pour moi est vraiment important et qui fait le lien avec ce qu'a pu présenter Catherine ce matin ou encore Antoine tout à l'heure, qui est que les récits, pour moi, en reprenant ces travaux-là, sont dans toutes les disciplines historiques. C'est-à-dire que la mise en récit est la mise en récit d'une histoire qui s'inscrit dans le temps. Voilà. Et je trouvais intéressant la réaction de tout à l'heure, parce que le récit pour apprendre, c'est à un moment donné, dans l'idée de l'explicitation, c'est mettre à plat quelque chose qui, d'un seul coup, rend possible. Et c'est exactement, en fait, ce que je vais essayer d'illustrer, mais en le portant sur l'album. Donc, ce sont des disciplines historiques, les sciences historiques dites telles que la géologie, la biologie, la cosmologie, qui vont donner assez récemment une place au récit comme forme d'explicitation dans les sciences psychologiques. Les récits ne sont pas seulement une réalité dans les domaines cités, mais ils sont souvent considérés comme explicatifs des événements. Vous voyez, ça reprend exactement tout ce que vous avez pu dire depuis ce matin. Donc une explicitation des événements auxquels ils conduisent, au moins dans un sens pragmatique, où ils sont acceptés comme des réponses adéquates. Et on voit bien la démarche en sciences, où à un moment donné, on valide quelque chose. On peut passer par un prétexte de fiction, mais à un moment donné, ça permet de valider. Et donc on voit bien là l'intérêt didactique, c'est-à-dire qu'on met à plat quelque chose qui peut ne pas être tout à fait réel, mais l'idée est d'amener après un discours qui valide un savoir. Et c'est exactement la même chose dans les pratiques langagières que l'on a vues tout à l'heure en EPS. Voilà. Et la question, ça répond à la question, pourquoi X a-t-il eu lieu, pourquoi cet événement-là a pu se passer de cette façon-là, et on le voit comment ça se décline dans toutes les disciplines. Voilà, donc c'est une compréhension des phénomènes qui vont constituer la finalité. Alors, en didactique du français, comment je me situe? Je vais juste convoquer 2 grands pans, on pourrait y passer la journée, mais 2 grands pans des travaux. D'abord en sciences du langage, parce que je suis qualifiée dans les 2, et c'est vraiment les 2 ancrages qui nourrissent ma réflexion. Il y a Frédéric François et Régine Delamotte qui ont posé, il me semble, pour moi, des choses qui sont très intéressantes. C'est que les récits des enfants, on en a vu tout à l'heure. Antoine et Catherine nous ont montré des récits d'enfants. Les récits d'enfants sont en tension entre la permanence et la permanence de la stabilité du genre. C'est-à-dire que ça ressemble, on peut le décrire, le récit, c'est un genre. On peut le dire, tout à l'heure on avait eu, il y a un narrateur, il y a une histoire, il y a une chronologie, voilà, il y a des éléments, cette tension-là, et des diversités, des ruptures dans les réalisations, c'est-à-dire que les enfants réinventent sans arrêt la forme du récit. Donc c'est très intéressant, ça fera le lien avec la collègue qui pourra tout à l'heure intervenir en maternelle, parce que précisément ces travaux-là illustrent comment l'enfant entre dans les récits, et pour nous c'est intéressant, et vous allez voir que l'album illustre cela aussi. Et puis il y a des travaux, alors je vais reprendre Yves Rotter, parce que c'était quand même celui qui avait fondé Théodile, et qui nous a permis de travailler sur le récit à travers les disciplines. Il y avait eu les travaux en 2005, mais là je me réfère à des travaux bien plus anciens, bien avant Théodile, lorsqu'il était à Grenoble et que la didactique du français, il s'y intéressait de façon un petit peu, de façon très intéressée, mais en tout cas pas du tout dans une approche comparée. Et avec Pierre Glaude, ils ont développé ce qu'ils ont appelé à un moment donné une didactique du récit,
et en insistant, alors je vais très vite, mais sur le rôle du personnage. Et quand on est sur un album de littérature de jeunesse, il me semble que c'est important d'être sur ça, parce que pour Yves, le personnage est à la fois un personnage qui est marqueur, qui est un marqueur narratif et qui est un marqueur narratif, c'est-à-dire qu'il permet de comprendre l'histoire et il permet de comprendre les histoires à travers les formes de récits. Alors sur Vibo, l'album que vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu porter une très grande attention, quand je mobilise ces connaissances-là, qu'est-ce que ça me permet de dire ? Cet album-là, il permet d'articuler des genres du discours très, très différents. On a une situation initiale qui est celle de l'anniversaire d'une petite fille et d'un petit garçon qui sont jumeaux. Ils reçoivent un cadeau. Voilà, c'est ce que vous avez en dessous. Ça permet une double identification. Nous avons deux personnages qui permettent une identification par l'effet du réel. On a des personnages qui sont réellement créés. La maman, elle a un travail, la grand-mère, elle a un travail, le père, il a un travail. Ça explique pourquoi ils offrent ceci. C'est-à-dire que ça ancre dans une réalité, et ces deux personnages, ces deux enfants, vont aussi l'ancrer dans une périodisation, l'anniversaire qui justifie l'idée du cadeau. Tout ça, c'est exactement ce que disait Albine tout à l'heure, prétexte à. Le récit ici, il est complètement prétexte à autre chose. Mais on a un identifiant qui fonctionne dans la tête des enfants, des connaissances de tous les récits qui permettent que cette histoire, elle est rendue, elle peut être reçue, elle peut être comprise parce qu'on est dans un décor qui est très, très, très familier. Ça amène aussi à penser des choix énonciatifs très différents, parce que s'il y a une complexité dans cet album-là, alors que vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure dans ce que Margarida nous présentait, c'est qu'il y a plusieurs narrateurs et il y a plusieurs niveaux d'énonciation. Il y a d'abord la petite fille qui raconte cette histoire de son anniversaire et du cadeau qui vient, et elle va distribuer la parole aux parents et à la grand-mère. Il y a le discours de la grand-mère, par exemple, qui à un moment donné répond à la petite fille sur son anniversaire et son cadeau. Donc le cadeau, vous avez compris, c'est un robot, et ils vont avoir à le monter, donc à le programmer. Mais en même temps, la grand-mère, sous prétexte d'expliquer à sa petite fille comment programmer, en fait, elle s'adresse plus du tout au personnage, mais bel et bien à l'enfant récepteur. Elle est en train d'expliquer. C'est une méthode, c'est une notice, et là on entre complètement dans le discours explicatif, comment programmer. Et cette programmation qui pourrait être un langage très, très, très théorisé, très, 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 très marqué, il est rendu là aussi possible par des jeux qui sont énonciatifs, des jeux de récit. C'est le récit qui va permettre à la programmation de se dire comment elle peut arriver. Alors il y a une autre chose, et là je ne fais que les énumérer, mais peut-être que l'on reviendra, c'est que du coup ça pose aussi des questions. Cet album-là, il pose des tas de questions de compréhension, sous des aspects qui peuvent sembler très très simples en fait au préalable. La première fois que je l'ai regardé, il a quand même fallu que je le relise une deuxième fois pour me rendre compte qu'il y avait des tas de choses à interroger dans cet album. Il y a aussi, toujours je rejoins les débats, mais on ne se réinvente pas, des choses sur les idées, c'est-à-dire que ça pose la question, et on en parlait hier quand nous étions dans l'avion, de filles et garçons. Nous sommes sur des formes d'innovation de l'éducation, et en même temps, on est sur des formes genrées absolument abominables. D'accord. Il se trouve que ce sont deux jumeaux, mais le robot, c'est un robot, c'est pas une robote, et Margarida pourra vous en dire quelque chose. Et puis, on a juste quelque chose qui commence à modifier, mais on voit bien qu'il y a une volonté là de la part de l'auteur, qui est que ce sont quand même les mamans qui sont, je vous disais, elles travaillent dans la programmation, et donc elles vont tenir ce discours-là. Mais on peut très très vite être sur de tels schémas stéréotypés, c'est-à-dire qu'on évacue des valeurs, ou on réinjecte des valeurs dans ces formes de renouvellement de la littérature, ou de l'usage de littérature pour des formes de renouvellement de l'apprentissage qui sont tellement traditionnelles que c'en est parfois effrayant, ou en tout cas, sinon effrayant, en tout cas interrogeant. Voilà, ça amène la question parce qu'à un moment donné, on pose la question à la petite fille, mais le robot, qu'est-ce que tu vas lui demander de faire? Et donc là, il y a une vraie question de société. Si on a des robots, c'est des robots, pourquoi? Ça sert à quoi,
ça. Qu'est-ce qu'on attend du robot et comment il entre dans nos vies. Et ça permet réellement là de le réfléchir. Ça permet de travailler aussi sur le désir de robot. Hein. Quand on discute avec les enfants, si tu avais un robot, qu'est-ce qu'il ferait? Ça renvoie à plein de choses dans la littérature. Qu'il fasse les devoirs, personnellement qu'il fasse le ménage. Vous voyez, bon. Voilà. C'est peut-être pas que ça, et c'est peut-être ça. En tout cas, qu'est-ce que c'est le robot et comment on l'introduit dans nos vies? Donc, tout à fait. En fait, la notion de prétexte qui sortait ce matin-là et les aspects des causalités, donc finalité, on les retrouve totalement. Et je dirais, nous, on y est allé de manière très intuitive parce qu'on n'est pas, en tout cas, moi, je ne me situe pas dans cette spécialité, mais on avait une problématique qui était la problématique de comment des collègues qui sont des futurs enseignants et des enseignants, on peut introduire l'apprentissage de la programmation. Donc, je suppose que vous êtes des T1, T2, T3 ? Non? Des néo-titulaires? Non? Vous savez? OK. Il n'y a que vous avez été obligé de descendre. OK. Et vous êtes? Enseignante. OK. Donc, vous avez été libérée. Donc, qui parmi vous a appris à programmer pendant votre formation? La programmation. Donc, Scratch ou d'autres choses. 1, 2 personnes. OK. Pour les autres, c'est peut-être quelque chose que vous voyez très distant. OK. Donc, tout d'abord, pour comprendre qu'est-ce qu'un la programmation un robot, je voudrais simplement que vous m'expliquiez très brièvement, parce qu'on a très peu de temps, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez fait pour programmer cette robot? On a forcément beaucoup manipulé. Ouais, vous avez on a déjà allumé le bouton. Ouais. C'était déjà Donc je disais qu'on a d'abord allumé le bouton pour que ça s'allume. On a essayé différentes positions des 4 cubes. En gros, donc, ce qu'on doit faire avec ces 4 cubes-là, on doit faire avancer le robot du point noir au point rouge. Comme ça. Donc on a essayé plein de positions différentes des 4 cubes. On a vu qu'il y avait des roulettes, donc forcément on s'est dit que ça allait vers le bas. Pour avancer, c'était plus pratique. Voilà, je ne sais pas ce que vous attendez. OK, excellent. On va les applaudir après, donc pas tout de suite parce que ça va perturber. Mais au fait, là, ce qu'il vient de faire, c'est un robot. Donc justement, dans l'album, on a introduit qu'est-ce qu'un robot. Un robot, c'est un système autonome. Il a des capteurs. Donc là, il y a des capteurs, mais les enfants, ils disent les yeux. Donc c'est les capteurs infrarouges. Et il y a aussi quelque chose qui fait une action, un actionneur. Donc dans ces cas, les roulettes. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fait, les robots, ça peut être quand on évoque la représentation qu'on a des robots, c'est quelque chose peut-être de complexe, électronique, peut-être quelque chose d'humanoïde, un Nao ou quelque chose de comme ça. Un robot, c'est aussi quelque chose si simple que ça. Et donc, au fait, il y avait une marge tellement énorme entre qu'est-ce que sont les objets à l'école et qu'est-ce que la programmation et la robotique à l'école, qu'on s'est dit, on va prendre les prétextes, on va faire un cheval de Troie. Donc, je pense que les chevals de Troie et les prétextes, c'est un peu dans la même lignée. Et on s'est dit, on va faire un cheval de Troie. Et on s'est dit, c'est peut-être qu'on va écrire un conte qui puisse se lire à plusieurs niveaux de lecture. Ça veut dire, on veut une histoire qui tienne par elle-même. Donc, avec des personnages, dans un événement, un anniversaire, avec un cadre qui fasse appel vraiment à des choses très, très, très proximales. Mais par la suite, on veut introduire plein d'éléments qui puissent servir de levier pour les enseignants pour interroger justement qu'est-ce que les robots, à quoi ça sert un robot, quels sont les différents types de capteurs, etc. Donc, mais les points d'entrée soient un objet familier, donc un album. Personne ne met en doute l'existence des albums à l'école. Par contre, les numériques posent question. Donc, on se disait, c'est les points d'entrée, c'est un album jeunesse. Okay. Et point numéro 2, on voulait aussi établir des liens parce qu'il y a plusieurs manières de voir la programmation. Il y a qui voient la programmation de manière procédurale, comme des recettes Lego en disant faites A, puis B, puis C, et juste un code, comme si on apprenait juste la grammaire et la syntaxe. Mais la programmation peut être vue aussi comme un moyen d'expression créative. Et c'est là où nous, on se situe. Donc, et puis Catel, Jorge, plein d'autres collègues. Donc, on voit la programmation comme une manière, de penser. Donc, peut-être ça nous donne des structures de pensée. Donc, il y a un côté méta qui est très intéressant. Et quand on se situe de ces côtés méta, on peut établir des liens aussi avec les récits.
la manière dont les algorithmes sont écrits, la manière dont les récits est écrit. Donc il y a des éléments de langage et d'expression et de création qui sont des éléments qui, on voulait situer pas la programmation comme quelque chose qui relève uniquement des mathématiques et de quelque chose qui est uniquement des algorithmes, des éléments comme ça, mais la programmation comme un langage, comme plusieurs langages qu'on peut utiliser pour s'exprimer. Okay, et donc d'établir des liens dans cette approche-là. Donc, dans cette approche-là, donc, comme on voit l'album, c'est sous une démarche de pensée informatique, il y a tout d'abord l'analyse. Il faut comprendre la situation, quels sont les personnages, quels sont les événements, quelles sont les actions des personnages. Donc, il faut comprendre l'histoire pour ensuite se l'approprier et la continuer. Donc, pareil, c'est un prétexte parce que c'est une histoire qui est toute petite. Donc, dans un but aussi que l'album, il a été distribué à 15 000 exemplaires au Canada, donc en français et en anglais, mais il a été distribué gratuitement. Donc, c'est l'éditorial qui nous a permis de faire ces projets-là, c'est les Publications du Québec, qui sont l'éditeur du gouvernement. Donc, on a fait une toute petite histoire, toute petite, et avec ces soucis de faire quelque chose de très réduit, très, très léger, l'idée était aussi de dire, on va faire juste la situation initiale, les personnages, avec un souci très important de jumeaux, filles-garçons, donc il n'y a pas que les petits garçons qui savent plus de programmation, avec une mamie qui est la plus savante en programmation, parce qu'elle fait appel à Ada Lovelace, donc la première programmeuse de l'histoire. Donc on a introduit des éléments qui par la suite visent à être réutilisés par les biais d'un studio Scratch. Voilà, donc Scratch, c'est aussi un ensemble de ressources gratuites. Donc il y a l'album qu'on peut vous envoyer en PDF et que je pense qu'à tel, il en a quelques-uns aussi par ici. Donc il y a l'album Jeunesse qui est un album que vous pouvez trouver, mais il y a aussi tout un studio et des ressources Scratch dans lesquelles il y a une situation initiale et que vous pouvez inviter vos élèves à continuer. Donc certaines des situations sont celles du Québec. Vous voyez des trucs qui ne tiendraient pas ici, des hôtels de glace. Mais il y a plein d'autres situations qui peuvent être par la suite continuées. OK. Et juste comme élément final, au fait, là-dedans, quand on pense à la pédagogie créative, on se dit, c'est qui, en tout cas, face au numérique, une des choses qui pour nous est très importante, c'est de penser le numérique pas comme quelque chose uniquement qu'on intègre tel quel, donc des ressources fermées, mais comme quelque chose qui est remixé. Donc, l'idée des remixes qui est très forte dans la communauté Scratch et dans d'autres communautés de programmation, c'est qu'on a une base d'histoire et narrative, mais à partir de cette base narrative initiale, on retransforme les choses. Donc, un peu comme les fanfictions qui travaillent Magali Brunel ou d'autres aspects dans lesquels, en fait, l'élève devient pas uniquement consommateur d'une ressource pédagogique fermée, mais comme un point de départ des créations par la suite. Voilà, alors pour conclure de façon très, très brève, rapide, parce que l'idée c'est qu'on puisse quand même en discuter après, par rapport à la journée d'aujourd'hui, vous voyez, on s'était dit que cette réflexion-là, elle nous permettait de réfléchir le potentiel du récit quand on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enseignement des histoires, le récit ou quelque chose qui serait très formel en didactique du français, mais au contraire comme une invitation à la programmation et à travers la programmation, j'ai envie de dire, à tous les autres apprentissages dont on parle depuis ce matin. Le tout étant de pouvoir spécifier ce récit. Qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là ? Quand il est prétexte évidemment à quoi, mais comment il se transforme dans ce prétexte. Et là, ça rejoint les communautés disciplinaires, les communautés discursives qui annoncent la réflexion dans les disciplines. Et quand on parlait de situation initiale, c'est bien ça. En classe, quelle est la place du récit pour qu'après on puisse entrer dans les apprentissages. Je repense à la dernière intervention tout à l'heure, quand on est sur l'aide aux devoirs, quelle est la place du récit, de comment les élèves travaillent, pour après mettre ça à distance et pouvoir entrer dans l'enjeu. La création aussi, ça c'est quelque chose qui est fort, que nous partageons tous. Alors Margarida, elle vous dira à travers la programmation. Moi, je vous dirais que lire, c'est créer une histoire. Et que produire, c'est aussi une forme de création. Et donc, quelles sont ces formes de création et comment elles peuvent c'est créer le récit, en fait, du lecteur.
Et donc, comment elle se décline à travers les disciplines à l'école, comment on pense en fait la place du sujet didactique, non pas uniquement quand il est en train de faire et quand il subit, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais quand il s'approprie, quand il entre, quand il invente, quand il reprend une idée et qu'il la développe. Voilà. Et puis, ce sur quoi nous travaillons beaucoup, avec Magali notamment, c'est l'articulation entre la littératie et le numérique, et d'essayer de voir comment les disciplines s'enrichissent entre elles. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et on va un applaudissement pour les 3 collègues. Donc, merci beaucoup. Donc, merci. Bien, alors une intervention à 2 voix et non pas à 3 voix comme c'était initialement prévu, pour explorer donc le lien entre l'écrit, l'oral et la transmission des valeurs. Transmission des valeurs, quand même, première mission de l'enseignant qui suscite parfois, il faut bien le dire, la perplexité entre ce refus d'un catéchisme républicain et finalement aussi la tentative de normaliser en quelque sorte les savoirs. Alors cette réflexion que nous vous proposons ici est liée en fait aux attendus de la maîtrise des fondamentaux, écrire et respecter autrui dans le cadre de ce qui nous intéresse là présentement, mais aussi bien sûr à l'esprit du nouveau programme de MC qui donne une place prépondérante à la fois aux écrits, c'est vrai, concrètement la trace écrite, les écrits de travail, à l'évaluation, mais aussi aux démarches et aux méthodes actives. Ce qui nous invite donc à nous interroger sur la transmission des valeurs en EMC par le récit, mais par le récit au sens large du langage de l'enseignant et du langage des élèves, dans une forme donc de circulation entre l'oral et l'écrit. Alors cette transmission des valeurs est, comme je viens de le dire en quelque sorte, intrinsèquement liée à ce qui met l'élève en situation de vivre ces valeurs par notamment la coopération, la mutualisation, la confrontation d'idées et évidemment par l'expérimentation. Aussi, à travers 2 expériences, l'une au cycle 4 et l'autre au cycle 2, nous vous proposons de partager en quelque sorte notre réflexion sur cette transmission des valeurs et sur la place qui est faite dans cet objectif au récit, à l'écrit et aux méthodes actives. Alors le défi dans la transmission des valeurs en fait est multiple. Il s'agit bien sûr de ne pas réduire l'ensemble à des mots, vous savez, qui seraient figés dans un cahier, aussi bien sous la forme d'une carte mentale, que de réduire l'exercice à la fameuse leçon de morale. Marie Pelletier, que vous connaissez peut-être, et qui est une historienne belge, spécialiste notamment des questions du complot, mais aussi spécialiste de la narration du conflit syrien. Elle fait un travail tout à fait intéressant là-dessus. Alors, elle s'interroge sur ce qui pourrait constituer finalement un renoncement à défendre les valeurs de la démocratie. Et elle précise qu'au-delà de la citoyenneté, c'est aussi le récit collectif qu'il faut réenchanter en le réhumanisant. C'est une proposition en quelque sorte de connexion entre le récit et l'humain. Et finalement, c'est un peu ce qui a prévalu aux 2 expériences que nous allons vous décrire assez rapidement. Alors, je commence par le cycle 4, une expérience menée avec une classe de 4e, avec donc la méthodologie suivante qui vous est proposée et qui est basée sur ces 4 temps, un temps d'identification, un temps de mise en avant d'un travail d'imagination, un 3e temps basé sur la réalisation et un 4e sur le partage. L'expérience qui est proposée s'inscrit donc dans un cours de 4e de MC consacré à une réflexion sur la déontologie des médias. Et c'est la question migratoire qui va permettre le questionnement des élèves sur des valeurs, sur une éthique, sur, d'une manière plus large, une morale citoyenne. Et donc, afin de se décentrer et de mobiliser également la valeur de
la liberté d'expression, eh bien, ce sont des dessins de presse qui vont être utilisés comme support de départ et comme support déclencheur. Première phase, donc phase d'identification. Ce schéma que vous voyez ici et qui a été élaboré par les élèves à partir du dessin de presse de Wings constitue donc à la fois un écrit de travail et une trace écrite qui répond à des questions posées par l'enseignant, mais des questions que les élèves vont se poser également, tout en suivant donc le questionnement lié à la découverte du dessin de presse. Et ce dessin de presse va en fait constituer le fil directeur et le fil inductif de toute la séquence. Deuxième phase d'identification qui concerne cette fois-ci la situation en elle-même et qui a été évoquée, je ne sais pas si vous l'avez vu ici précédemment dans un des questionnements des élèves. On est donc là sur la question suivante, de quoi s'agit-il? De quoi est-il question? Il faut être précis sur les termes. On parle de migrants, on parle de réfugiés. Qui sont concrètement les acteurs de l'événement qui est ici proposé? Et donc les élèves sont mis en quelque sorte en situation d'enquêteur pour identifier la situation qui est perçue par le dessin de presse. Et pour ce faire, ils vont consulter, vous le voyez ici, tout le processus est déroulé, la version numérique du Petit Libé qui est consacrée aux migrants. Un rôle va être attribué à différentes équipes de journalistes. Et l'idée est bien la suivante, je dois savoir, puisque je suis journaliste, je dois savoir de quoi je parle. Quelle est donc l'histoire précise des migrants? Et chaque groupe va devoir élaborer, à partir donc du site du Petit Libé, va devoir élaborer et présenter ensuite son propre récit. Troisième phase d'identification qui correspond donc à un autre acteur du dessin de presse, le journaliste. Quel est le rôle du journaliste? Que peut-il faire? Que peut-il dire? Ne pas faire? Ne pas dire? Les élèves donc s'interrogent également, toujours en équipe, sur la déontologie des médias à partir des documents qui sont proposés par l'enseignant, que ce soit le site Légifrance, éducation.france TV, et également donc le site EduScol qui consacre une page à la liberté d'expression et à la liberté de la presse plus précisément. Quatrième étape, après avoir donc identifié, on imagine et on réalise une mise en œuvre très concrète, je dirais, de sa réflexion par une tâche complexe qui va être suivie d'un jeu de rôle. La question finale, c'est est-ce que je déclenche, oui ou non, en tant que journaliste, reporter, photographe, l'obturateur. La tâche complexe est la suivante. Tu es journaliste, photographe, tu te rends sur les côtes de la Turquie. Sur une plage, une famille qui vient de descendre d'un bateau. Le père est blessé, les enfants pleurent et ont l'air d'avoir peur. La mère porte un t-shirt, il fait froid, c'est l'hiver. Quelles questions te poses-tu avant de prendre des photos? Réfléchis aux limites que tu te poses en tant que citoyen, moralement, personnellement, au regard de la loi, en tant que journaliste. Et donc, puisque tu décides de prendre la photo, qu'est-ce que tu décides de montrer? Comment vas-tu construire également donc, ta photo? On est donc là, évidemment, dans une réflexion véritable sur les valeurs, sur le sens, en élaborant un récit de manière très concrète. Dernière étape, l'étape donc du partage, du raisonnement, qui va permettre aussi l'évaluation à la fois collective et dynamique. Et donc, à partir d'un autre dessin de presse, les équipes vont cette fois-ci s'interroger sur donc, les acteurs, sur leur rôle, sur les limites de ce rôle, mais également sur leur propre ressenti, puisqu'on est bien dans la dimension aussi sensible de l'EMC. Et ils vont élaborer de cette manière un récit collectif qui va constituer une évaluation en évaluant donc les compétences d'identification et les compétences du travail collaboratif. Il s'agit ici aussi, bien sûr, de percevoir que la transmission des valeurs est plus dense lorsqu'on confronte ces récits, ces ressentis et également ces démarches de raisonnement.
Alors pour conclure très rapidement sur cette expérience, donc cycle 4, et pour passer au cycle 2, je dirais que cette expérience en 4e a donc tenté de mettre le récit au service des méthodes actives de l'EMC, donc en utilisant à la fois le jeu de rôle et le travail collaboratif, et qu'elle propose un écrit qui déroule à la fois les questionnements et les raisonnements, et qu'enfin elle y associe un temps d'oral autour de la question des valeurs. Alors, pour que je puisse faire ça. Donc je prends la parole maintenant pour décrire une séquence initiée et préparée avec Corinne et que j'ai menée à l'école Branly à Lille avec des CE1, donc des enfants de 7 ans. Alors, il s'agit donc d'un travail sur les... Je ne trouve pas ça. Voilà. Sur les valeurs de la République, avec comme entrée Marianne, différentes représentations de Marianne. En amont, un travail sur des représentations de Marianne dans le temps, pour nourrir un peu les élèves, pour montrer que la République s'installe dans le temps, histoire mouvementée donc de la République. N'oubliez pas, c'est des élèves de CE1. Ce n'est pas le programme, c'est juste pour les nourrir, pour qu'ils comprennent certaines choses. Comment ? Par un oral collectif, avec des récits d'élèves, des récits de l'enseignant qui relance les élèves, qui précise les faits. Ensuite, on va passer à d'autres représentations de Marianne, un peu plus contemporaines, même contemporaines, qui interpellent. Et là aussi, comment ? Par un écrit collectif, avec des groupes d'élèves qui travaillent sur affiches, et après une mise en commun par l'enseignant en aidant les élèves à affiner leur dire. Et dans un troisième temps, qui était normalement la séance 1, pourquoi le mot République dans Valeurs de la République ? Voilà, ce n'était pas une conclusion, c'était la première séance, mais je la présenterai à la fin. Donc, tout d'abord, première représentation de Marianne, donc la liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830. Allégorie de la liberté, les élèves ont des avis très très pertinents. Ils trouvent plein de choses sur cette représentation. Deuxième représentation, n'oubliez pas, c'est les Marianne dans le temps. Donc là, c'était 1830. Maintenant, c'est 1848, la République d'Honoré Daumier. Là aussi, les enfants trouvent beaucoup de choses. Vous verrez après dans la trace écrite. Et troisième représentation dans le temps, 1870, la une d'un journal, Le Chambard, pour décrire donc la commune. Et là aussi, ils voient bien certaines choses, ils reprennent des informations très très pertinentes. Pour arriver à une trace écrite, très simple, un axe du temps, les trois dates, 1830, 1848, 1870, les trois représentations et les mots-clés. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, comme support, les références, ça bien évidemment, mais des mots-clés, 1830, la liberté, drapeau de la Révolution, la liberté, allégorie, les combats, les barricades, des mots-clés que les élèves ont trouvés, hein, c'est pas que moi. Deuxième, la République qui s'affirme avec Honoré Daumier. Là aussi, les enfants avaient bien trouvé que la Marianne nourrit, abrite, protège, elle est forte, elle est puissante. Et puis la troisième, la commune, avec le cri du peuple, et puis la référence, simplement. Donc ça, c'est la trace écrite, simple, pour les enfants, CE1, je rappelle. Ensuite, je vous ai parlé que, là c'était pour nourrir, on va utiliser des représentations de Marianne qui interpellent, qui sont contemporaines. Alors, pour faire réfléchir les enfants, pour les mettre en tension, on va... donc, ils savent déjà pourquoi est République, hein, c'était la séance 1. Ils ont donc des connaissances sur les représentations de Marianne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils peuvent en dire ? Première représentation, Plantu, caricature suite aux événements de janvier 2015. Les enfants sont par groupe de 3, 4 élèves. Et ils en disent, donc ils ont une affiche. Il y aura 2 groupes qui vont travailler sur cette représentation, sur cette caricature. Première affiche,
Je vous la passe parce que on l'a traduite, parce que là, il y a des mots, ça serait un peu trop long. Deuxième affiche, vous voyez qu'ils s'organisent différemment selon les groupes linéaires, où on voit bien qu'il y a une suite et que dans le haut à droite, ils rappellent des dates qu'ils réinvestissent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Le groupe 1, il dit nous pensons que c'est la révolution et que c'est la liberté. Donc il y a des mots qui reviennent, bien sûr, ce n'est pas encore très sûr pour eux. C'est la révolution, c'est plus utile que la guerre, c'est la révolution des peintres. Il y a une résonance terrible avec l'actualité. C'est quelque chose qui a été réalisé il y a 1 an. Hein, 2 ans. 2 ans, oui. Ensuite, deuxième groupe, il y a des immeubles de Paris, c'est la capitale de la France, donc réinvestissement. Il y a un oiseau avec des ailes qui sont des feuilles, en fait des feuilles de papier. La guerre contre le gouvernement pour une seule personne. Alors c'est mal dit, il y a une confusion, mais l'idée est là, quelque part, par rapport à ce qu'on avait vu juste avant. Ils n'ont pas voulu nous faire peur, ils ont mis des crayons à la place des armes. Et dans le coin droit, comme je vous parlais, il y a les 3 révolutions contre un roi, avec les 3 années, 1789, 1830, 1848. Il n'y avait pas eu une leçon à apprendre sur ces dates et ces révolutions. Il n'y avait pas eu du tout de leçon à apprendre. Donc c'est vraiment un réinvestissement d'un enfant qui avait tout compris. Enfin, qui avait compris un certain nombre de choses, en tout cas. Deuxième représentation, après celle de Plantu, une Marianne noire. Et là, vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est plus difficile comme réinvestissement au niveau des élèves. Ils disent on voit le drapeau tricolore, ça ressemble au chapeau de la liberté. Ils ne savent plus comment ça s'appelle, mais voilà. Beaucoup de révolutions. Elle est noire, elle a des cheveux longs. Elle est courageuse ou forte. Mais on reprend donc l'idée de courage, de force. Deuxième groupe, plus perplexe, ce groupe-là. Elle est bizarre, elle représente la France, mais on est étonné. Elle a la peau noire. Ce n'est pas la même que les autres Marianne. Donc là, ils sont en tension, ils ne savent pas bien où peut-être moi je veux les faire venir. Mais ils se posent beaucoup de questions. Et troisième représentation, une Marianne en fauteuil. Et là, on va retrouver dans leurs affiches les valeurs, beaucoup de valeurs. Elle veut la liberté, l'égalité, l'accessibilité. Alors je peux vous dire que là, c'était difficile pour eux de faire le parallèle avec la liberté, égalité, fraternité. Ils ont 7 ans et c'est trop jeune encore pour voir, sauf qu'il y avait un mot qui changeait, mais c'était difficile pour eux. Elle n'a pas tous les droits, elle est handicapée, elle ne peut plus rien faire pour le groupe 1. Et le groupe 2, être ensemble pour aider les personnes handicapées. Tout le monde a ses droits et de s'entraider. Toutes les personnes ont le droit de jouer. Donc le droit, l'entraide, l'ensemble, c'est bien le vivre ensemble avec l'EMC. On retrouve toutes ces idées-là. Et pour vous reparler de ce qui avait eu lieu en séance 1, pour les faire réfléchir, on s'était dit que donc, pour travailler les valeurs de la République et les symboles de la République, il fallait peut-être définir aussi le mot République. Pourquoi ? Et donc on a fait découvrir aux enfants 2 représentations. La représentation d'un roi, Louis XIV, en portrait, et une illustration trouvée sur un site .gouv avec Titeuf et un buste de Marianne. Donc, cette représentation, donc, le roi en portrait, Louis XIV, donc beaucoup de choses sont venues des élèves. Il y avait des enfants qui étaient très cultivés dans cette classe, donc j'ai pu m'appuyer sur ces enfants-là. Dans un premier temps, ça c'est la trace écrite qu'ils vont avoir. Ils ont trouvé un seul homme pour tous les hommes, un seul homme qui décide pour tous les autres. Un deuxième temps, donc là, la République, c'est tous ensemble avec Titeuf et puis Marianne. Plusieurs hommes pour plusieurs hommes, donc vers la République, avec le droit de vote, le peuple. Et entre les deux, un éclair, il y a eu une révolution 1789. Bien, pour conclure donc rapidement autour de cette question de la transmission donc des valeurs qui nous interroge à chaque heure de nos journées d'enseignants évidemment. Elle se fait donc, enfin en tout cas, elle a tenté de se faire à travers ces 2 expériences dans une connexion entre l'imaginaire et le raisonnement.
Et puisque, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Albine, puisque si imaginer, c'est élargir le champ du réel, c'est aussi un moyen de s'interroger donc sur les valeurs. Et c'est aussi une façon pour l'élève, comme le dit Abdenour Bidar, rédacteur de la Charte de la laïcité, finalement d'actualiser son humanité. Voilà, merci. Alors, je vais donc vous passer la parole pour que vous puissiez réagir sur ces deux interventions. On a vu à la fois dans l'écriture d'un conte ou bien ici, on prend appui sur, pourquoi pas, se mettre en scène en tant que journaliste ou on prend appui sur des illustrations. On a vu à chaque fois qu'on retrouve ces composantes du récit, des personnages, qui soient narrateurs ou récepteurs, merci, des événements, on prend appui sur des événements historiques ou bien sur des traces d'événements historiques, et puis on prend appui tout à l'heure pour le conte sur des contextes tout à fait proches des élèves, des vécus. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, que vous voulez creuser, questionner auprès de nos collègues d'un groupe ou de l'autre groupe? Moi, il y a une chose qui m'a frappée dans ce que vous disiez en cycle 2. On n'avait même pas fait de leçon, on leur a même pas demandé de retenir les dates. Et pourtant, le fait de se mettre en scène, de personnages, d'enquêteurs, alors l'enquêteur c'était pour l'autre situation, mais en tout cas le fait de se mettre dans cette espèce de fiction où on va prendre appui sur les images, sur les événements historiques, où on va produire à un moment donné un texte, ça leur a permis de s'immerger, de s'impliquer, de ne pas être en décalé en fait avec les savoirs historiques, mais vraiment de se les approprier. Et du coup, la leçon, ça a été la mise en récit finalement. Chers collègues, questions, remarques? Moi, autre chose qui m'a frappée aussi, c'est ce qu'on disait dans l'un ou l'autre des groupes, je ne sais plus, ou même dans la présentation de Catherine tout à l'heure, les récits sont incarnés. Ils ne sont pas neutres, même si on passe ici par des événements historiques dont on pourrait dire l'événement est un événement. Ce n'est pas moi qui le transforme. Et en fait, si. Le regard de l'élève porté sur l'affiche, le regard de l'élève porté sur l'article, et la façon avec laquelle il va relater transforme l'événement quelque part. Enfin, c'est mon interprétation, mais évidemment, réagissez. Allez-y, collègues. Présentation déjà. Donc voilà, forcément, il y a forcément un positionnement et une volonté, donc ça se redouble. Mais c'est voilà, c'est juste un constat. L'idée, là, c'est bien, en tout cas en EMC, que le récit, qu'il parte de situations déjà proposées ou de situations fictives, finalement, c'est bien de mettre le récit au service d'une appropriation de valeurs qui reste, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, cette question de la transmission des valeurs, ça reste quelque chose qui paraît extrêmement abstrait finalement. Comment on fait pour transmettre des valeurs si ce n'est par les faire vivre et de mettre effectivement les élèves en situation de vivre des questionnements, des tensions, voilà. Et j'ai le micro, puisque du coup, mais enfin, le récit au service de valeurs, pas des valeurs, parce que finalement, on peut construire un autre récit. Oui, non, je parlais de toute autre valeur. J'étais dans les valeurs de la République par rapport au programme de l'EMC, bien sûr. C'est finalement un dispositif qui est, pour le coup, assez neutre, ou un outil, et voilà, qu'on peut penser ou qu'on peut détourner aussi. Vous parliez des thèses complotistes, voilà, c'est la même chose. C'est peut-être ce que j'allais dire, c'était vraiment, vraiment intéressant, c'est comment l'école aussi peut se positionner et porte malgré tout un discours sous-jacent. Je dis ça, là c'était pas le cas, mais
sur des sujets qui peuvent être, enfin les valeurs c'est problématique, mais sur la Shoah, qu'est-ce qu'on fait avec des récits qui seraient en porte-à-faux avec le récit que veut quand même transmettre, attendu ou qu'on veut faire advenir auprès des élèves, et comment cet écart est gérable et géré? C'est une grande question. Ah oui. C'est plus c'est la question qui est au cœur, effectivement, de toutes les questions socialement vives, notamment en histoire, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, confère toutes les questions de conspirationnisme, de complotisme, effectivement. Ouais. Tout à fait. Juste, mais c'est dans la continuité directe, hein, c'est-à-dire que moi je reviens sur transformer l'événement. Alors ça, moi je suis pas tellement d'accord en fait, parce que mais là on navigue, je le dis d'une autre manière, mais entre subjectivité et objectivité d'une certaine manière. Hein. Quel récit accepte-t-on, sous quelle forme, et puis dit par qui, dit pour qui en fait. Hein. Et moi je pense que l'événement on ne le transforme pas dès lors qu'il s'agit de quelque chose qui renvoie à un événement historique. Hein. C'est-à-dire que l'événement, de toute façon, dans les discours historiques, il est construit ou reconstruit. Mais après, ce que l'on fait, c'est qu'on se l'approprie. Et quand on se l'approprie, peut-être qu'il y a une forme de transformation, mais qui est empreinte de subjectivité à ce moment-là. Hein, il y a une transformation qui renvoie vers une représentation, peut-être une interprétation. Hein, mais c'est pas, enfin voilà, c'est plutôt appropriation que transformation pour moi, hein, qui effectivement après implique des décalages. Hein, par rapport à ce qu'on a voulu montrer au départ. Mais après, c'est intéressant d'identifier ces décalages, justement. Hein. Voilà, c'était juste une réaction par rapport à... C'est l'appropriation et non la transformation, tout à fait. Remarque? Oui, en fait, je voulais rebondir sur les commentaires de ma voisine. Donc c'était justement ça de dire comment les méta, les niveaux de méta de lecture pouvaient nous faire être critiques aussi avec les récits, parce qu'il y a aussi tout ce qui est véhiculé, comme disait Anna, au travers des personnages, des stéréotypes qui sont parfois très présents. Donc comment encore, même les textes qui sont censés être très travaillés et des textes qui ont été bien réfléchis, malgré tout, continuent à avoir plein d'éléments qu'on pourrait se questionner d'un point de vue des valeurs. Donc, c'était voilà, juste pour ne pas les dire comme ça et pour les partager. Justement, pour cette question des valeurs, justement sur les personnages ou même en histoire, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de partir un peu de ces stéréotypes avec les élèves, parce qu'on s'aperçoit que ces stéréotypes sont véhiculés depuis très très longtemps. Par exemple, toujours sur les stéréotypes favoris, moi je le vis au quotidien, chez mes 5e par exemple, c'est les filles-garçons. Les garçons ne supportent pas, pour certains, d'être à côté d'une fille. Et en fait, c'est justement leur montrer aussi de prendre le contre-pied et de montrer que justement que ces stéréotypes sont construits et qui datent d'une certaine histoire aussi, et que justement en jouant là-dessus, c'est pour leur montrer que tout ce qui est, par exemple dans nos sociétés, les filles correspondent plus à ce stéréotype-là, les garçons plus à cela, et montrer que dans d'autres sociétés, c'est l'inverse. Et du coup, je pense qu'on pourrait basculer en fait et bousculer leur quotidien et faire justement que ce cliché soit complètement changé. Pas de manière radicale chez certains, parce qu'ils vont être un peu, on va dire, réactionnaires, ils vont vouloir rester dans leurs clichés, mais au moins leur faire prendre conscience que ce qu'ils disent, c'est pas forcément une réalité pour tout le monde. Et que ça permet aussi de montrer que ces clichés, ces choses en fait qui bousculent et qui provoquent, en fait, on les entend, mais que c'est pas toujours la réponse juste. Dans cette lutte contre les stéréotypes, vous avez fait le choix, dans cette séquence, de partir de dessins de presse qui, donc, comme tout dessin de presse, s'est orienté. La meilleure manière, peut-être, de lutter contre les stéréotypes, c'est de partir de la réalité. Alors, même si il est évident qu'on ne faut pas confondre photographie et réalité,
le choix à faire au départ, ce serait peut-être de partir de la photographie du fait, de manière à ce que la perception des élèves puisse vraiment s'exprimer à partir de ce qui se passe et pas d'une vision déjà posée. Vous comprenez bien que sur les 10 minutes, je n'ai pas pu vous raconter tout le déroulement, bien sûr, de la séquence. Et c'est ce que j'ai tenté de dire rapidement, c'est que le choix qui a été fait était de connecter, si vous voulez, ce qui avait été fait précédemment avec la question de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Du coup, effectivement, et pour peut-être imaginer que les élèves également pourraient faire le transfert sur les questions autour des caricatures qu'on avait évoquées. Je suis repartie sur, si vous voulez, un dessin de presse de façon à poursuivre la réflexion sur la liberté d'expression. Voilà, ça c'était la raison, mais vous avez parfaitement... c'est tout à fait juste, je veux dire, on peut, de manière très utile, partir d'une véritable photographie. Là, c'était dans la logique, évidemment, de la poursuite de ce que j'avais fait précédemment.